Et si pour la toute première fois, l'Afrique cessait de demander la permission? Imaginez un instant, sur la vaste étendue aride du Sahel, un souffle nouveau se lève. Pour la première fois, des dirigeants décident de ne plus attendre l'approbation d'autrui pour protéger leur peuple. Ce n'est pas une bravade, ce n'est pas une communication bien orchestrée pour apaiser les chancelleries occidentales. Non, il s'agit d'un choix décisif, tangible, historique, celui du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui refusent désormais d'attendre l'aval d'autrui pour défendre leur sol et leur avenir. Ce tournant dans le Sahel dépasse le symbole. Si l'on se penche sur les décennies écoulées, on se souviendra que la région a trop souvent été réduite à un simple théâtre d'opérations étrangères. Les interventions se sont succédé, apportant parfois de l'espoir, mais bien plus souvent des frustrations et des déceptions. On répétait que la stabilité ne pouvait venir que de l'extérieur, que la sécurité du Sahel reposait nécessairement sur des forces venues d'ailleurs, que les peuples locaux n'avaient d'autre choix que d'attendre l'aide, ou pire, la permission. Pour bien comprendre la portée de ce changement, il faut remonter dans le temps. Prenons l'exemple du Mali en 2013, lorsque l'opération Serval fut lancée par la France, suivie plus tard par Barkhane. Les populations locales espéraient alors que cette intervention mettrait fin à l'avancée fulgurante des groupes armés. Pourtant, malgré la présence de milliers de soldats étrangers, la violence n'a pas reculé durablement. Ce scénario s'est reproduit au Burkina Faso, au Niger et même dans d'autres pays d'Afrique centrale ou de l'Ouest. Les stratégies changeaient de nom, mais le fond du problème demeurait une dépendance quasi totale vis-à-vis de partenaires extérieurs auxquels on confiait la responsabilité de la sécurité, parfois au détriment de la souveraineté. On affirmait que la complexité du Sahel rendait toute tentative locale, vouée à l'échec. Mais la complexité n'a jamais protégé une mer réveillée en pleine nuit par des sautirs. Les excuses diplomatiques n'ont jamais empêché la peur de s'installer dans les villages isolés. Derrière chaque rapport d'experts, chaque conférence internationale, il y avait des familles, des enfants, des communautés entières qui voyaient s'effriter l'espoir d'un lendemain paisible. Les frontières du Sahel, longues de milliers de kilomètres, sont poreuses et difficiles à contrôler. Les groupes armés, mobiles et inventifs, traversent ces lignes comme on traverse une piste de brousse. Faute de coopération réelle, chaque pays menait sa propre lutte, isolée, alors même que l'ennemi, lui, ignorait les frontières. Par exemple, en 2017, lorsqu'un groupe armé attaque un village au sud du Niger, il se replie le lendemain au Burkina Faso, puis refait surface quelques semaines plus tard au Mali. Cette mobilité déjouait tous les plans fondés sur l'isolement et la méfiance. Les institutions régionales, censées unir les efforts, été parfois de simples vitrines. La CEDEAO, le G5 Sahel et d'autres organisations multipliaient les réunions, mais peinaient à transformer les discours en actions concrètes et coordonnées. Les sanctions pleuvaient, les injonctions se multipliaient, mais sur le terrain, le sentiment d'abandon s'installait, renforçant la défiance envers les élites et les partenaires internationaux. Cette dépendance n'a pas seulement eu des conséquences militaires, elle a miné la souveraineté des États, jetant le doute sur la capacité de l'Afrique à maîtriser son propre destin. On se souvient par exemple de la crise ivoirienne de 2010 à 2011, où l'intervention extérieure a tranché un conflit interne, ou encore du rôle de la MINUSMA au Mali, souvent critiqué pour son manque d'efficacité, mais reconduit faute d'alternatives crédibles locales. À chaque crise, la même rengaine, l'Afrique, disait-on, ne pouvait se défendre seule. Pourtant, dans l'ombre de ces échecs, une idée faisait son chemin. Un constat s'imposait, continuer à avancer séparément, c'était accepter de tomber ensemble. Les populations locales, elles, n'ont jamais manqué de courage. Les soldats maliens, burkinabés ou nigériens défendaient leurs terres, souvent au prix de leur vie, mais se heurtèrent à des limites structurelles, manque de coordination, d'équipement et surtout d'autonomie décisionnelle. Les groupes armés prospéraient un temps sur les divisions internes. Ils exploitaient la moindre fissure, la plus petite rivalité. Leurs chefs savaient que l'absence de front uni leur ouvrait des portes partout. L'information, pourtant cruciale, circulait lentement, freinée par la méfiance et la bureaucratie. Les services de renseignement restaient cloisonnés, comme si la menace respectait les frontières héritées de la colonisation. Face à ces revers, on a souvent invoqué la fatalité. La complexité du terrain, la diversité ethnique, le climat difficile, tout devenait prétexte à l'inaction. Mais l'ennemi, lui, n'attendait pas les conclusions des conférences. Il avançait, frappait, puis disparaissait, laissant derrière lui la peur et la désolation. Pendant ce temps, les solutions proposées venaient de l'extérieur, dictées par des agendas souvent éloignés des réalités locales.
Dans les années 2000, plusieurs gouvernements africains ont délégué une part croissante de leur capacité d'action à des partenaires étrangers. Ce choix, parfois présenté comme du pragmatisme, a mené à une impuissance grandissante. À force de compter sur d'autres pour sa propre sécurité, on finit par perdre le contrôle de son avenir. Un exemple frappant, en 2021, alors que la France commence à réduire ses effectifs dans le Sahel, nombre de responsables locaux réalisent qu'ils n'ont ni les moyens, ni les structures, ni la légitimité pour prendre la relève immédiatement. Cette prise de conscience douloureuse a servi d'électrochoc. Peu à peu, le risque est devenu évident, celui de ne plus jamais pouvoir décider seul et de rester enfermé dans un cycle sans fin d'assistance. L'enjeu n'était plus seulement la sécurité, mais la souveraineté elle-même. La capacité d'un peuple à choisir sa route, à se tromper peut-être, mais à décider pour lui-même. Dans le passé, d'autres régions du monde ont connu des ruptures similaires. Pensons à l'Asie du Sud-Est, où plusieurs pays, après des décennies de tutelle coloniale et d'interventions étrangères, ont choisi de s'unir pour bâtir l'ASEAN. Cette organisation, fondée sur la coopération régionale, a permis à des nations naguère fragiles de prendre leur destin en main, de résister aux ingérences et de bâtir une stabilité durable. Ou encore à l'Amérique latine, où des alliances comme le Mercosur ont permis de renforcer la voie régionale face aux pressions externes. C'est dans ce contexte que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de rompre avec le passé. Face à l'urgence d'une situation sécuritaire qui menaçait de tout emporter, ils ont choisi de s'unir. Cette alliance n'est pas née d'un simple calcul politique. Elle s'est imposée comme la seule voie possible pour éviter le chaos, la division perpétuelle et la tutelle étrangère. Comment cette coordination nouvelle s'est-elle concrétisée ? Dès les premiers jours, des cellules mixtes ont été mises en place pour partager le renseignement. Les responsables militaires se sont réunis, non plus à Paris, à Washington ou à Bruxelles, mais à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey. Les opérations sont désormais planifiées ensemble, de façon à poursuivre les groupes armés au-delà des frontières, à fermer les routes de repli et à priver l'ennemi de ses refuges traditionnels. Prenons un scénario concret. Un groupe armé attaque un poste dans le nord du Burkina Faso. Avant, il disparaissait en quelques heures dans le sud-ouest du Mali, échappant à toute poursuite faute d'accord opérationnel. Désormais, les forces burkinabées préviennent immédiatement leurs homologues maliens, qui déploient des unités en embuscade, tandis que les Nigériens bloquent les routes secondaires. En moins de 24 heures, le groupe se retrouve pris en étau. Ce type d'opération conjointe, impossible il y a encore quelques années, devient la norme. Évidemment, cette nouvelle souveraineté a un prix. La responsabilité pèse désormais sur les épaules locales. Il n'est plus possible d'accuser la lenteur d'un partenaire, l'inefficacité d'un allié lointain ou l'incompréhension d'une puissance étrangère. Chaque succès, chaque échec rejaillit directement sur les dirigeants et les peuples du Sahel, mais ce choix ne signifie pas l'isolement. La coopération internationale n'est pas rejetée, elle est redéfinie, recentrée sur les priorités des peuples concernés. On n'attend plus que l'aide vienne d'en haut, dans un esprit de condescendance. Au contraire, on négocie d'égal à égal, sur la base de besoins clairement exprimés et d'objectifs partagés. Ce modèle exige une discipline nouvelle, une rigueur de chaque instant et la capacité de dépasser les rivalités internes. La stabilité n'est plus un slogan, mais une tâche collective, forgée dans l'effort, la confiance et la coresponsabilité. Le Sahel n'est plus un terrain d'expérimentation, mais une région où les habitants prennent leur sort en main. Les défis sont immenses. Les premières semaines ont mis à l'épreuve la solidité de l'Alliance. Les groupes armés ont tenté de semer la division, de corrompre des officiers, de recruter parmi les jeunes désœuvrés. Mais la réponse, cette fois, a été rapide et coordonnée. Les failles qui existaient hier se referment peu à peu. Au-delà de la stratégie militaire, ce changement touche la vie quotidienne des habitants. Dans les villages reculés du Gourma, dans les faubourgs de Bamako ou sur les rives du fleuve Niger, la sécurité n'est plus un concept abstrait. Elle devient une réalité ressentie, vécue, construite jour après jour. La responsabilisation locale change tout. Les autorités traditionnelles, les chefs de village, les associations de femmes et de jeunes rendent désormais à la veille sécuritaire. On forme des comités de vigilance, on organise des patrouilles mixtes, on développe des systèmes d'alerte communautaires. Par exemple, dans la région de Ségou, au Mali, des villages se sont regroupés pour créer un réseau d'information par radio, permettant de signaler immédiatement toute activité suspecte. Cette implication de la société civile n'est pas une nouveauté en Afrique.
Dans les années 90, face à l'effondrement de l'État en Somalie, ce sont souvent les clans, les associations locales, les réseaux informels qui ont assuré une forme de sécurité parfois plus efficace que les missions internationales. La différence aujourd'hui, c'est que cette mobilisation s'inscrit dans un cadre national et régional, avec le soutien des gouvernements. La transparence devient la règle. Chaque action, chaque revers doit être assumé devant la population. Cela accélère l'adaptation, impose l'écoute, oblige à corriger sans détour médiatique ou politique. Les échecs ne sont plus cachés, mais analysés collectivement pour en tirer des leçons immédiates. Par exemple, après une embuscade meurtrière dans la région du Liptako, les chefs militaires ont convoqué une assemblée populaire pour expliquer ce qui s'était passé, écouter les doléances et adapter leurs dispositifs. Ce modèle inspire déjà au-delà du Sahel. D'autres pays africains observent avec attention. Au Tchad, au Bénin, en Côte d'Ivoire, des voix s'élèvent pour réclamer une plus grande autonomie sécuritaire. On évoque la possibilité de créer des alliances similaires, de mutualiser les moyens, de bâtir des fronts régionaux capables de résister à la fois aux menaces internes et aux pressions extérieures. Pour la diaspora africaine, cette dynamique agit comme un appel. Elle rappelle que la dignité et la sécurité ne s'obtiennent pas dans les salons étrangers, mais se gagnent jour après jour par l'action coordonnée, la confiance en ses propres forces et la capacité à affronter ensemble l'adversité. C'est un retour à l'initiative, à la fierté d'agir sans permission. L'histoire regorge d'exemples similaires. En 2010, le Rwanda, marqué par le souvenir du génocide, a choisi de réformer en profondeur son secteur de sécurité en misant sur l'autonomie, la formation locale et la discipline. Les résultats, bien que discutés, ont permis au pays de retrouver une stabilité durable et de devenir, à son tour, contributeur aux opérations de paix internationales. Cette leçon peut inspirer le Sahel. Il est possible, malgré les cicatrices, de se relever et de prendre en main son destin. Pourtant, le risque demeure immense. Refuser cette voie ou l'abandonner trop vite, c'est risquer de retomber dans la spirale de l'échec, de l'isolement, de la défiance envers soi-même et envers le continent. L'enjeu dépasse le Sahel. Il s'agit de prouver que l'Afrique peut, collectivement, choisir sa route et assurer la sécurité de ses peuples sans tutelle. Mais cette nouvelle confiance, si fragile, peut-elle résister aux pressions extérieures et aux défis internes qui ne manqueront pas de surgir ? Les puissances étrangères ne resteront pas passives. Certaines tenteront de faire pression, d'imposer de nouvelles conditions, de jouer sur les divisions internes. Les groupes armés, eux, chercheront à exploiter les moindres faiblesses, à semer la peur, à briser la solidarité naissante. La réussite de cette alliance reposera sur plusieurs piliers. Premièrement, la confiance entre les États membres doit être entretenue, consolidée au quotidien. Cela passe par des rencontres régulières, des échanges d'informations transparents et une gestion commune des ressources. Chaque pays doit accepter de partager une partie de sa souveraineté pour renforcer la sécurité collective. Deuxièmement, il faudra investir massivement dans la formation et l'équipement des forces locales. Aujourd'hui encore, de nombreux soldats manquent de matériel adapté, de moyens de communication modernes, de formation spécialisée. L'exemple de l'Éthiopie, qui a su moderniser son armée après la guerre contre l'Érythrée en 2000, montre que l'investissement dans les ressources humaines est la clé du succès. Troisièmement, la société civile doit rester au cœur du dispositif. Sans l'adhésion des populations, sans leur implication directe, toute stratégie sécuritaire est vouée à l'échec. Les gouvernements devront donc associer les communautés à la prise de décision, leur donner la parole, les responsabiliser. Cela peut passer par la création de conseils locaux de sécurité, la formation de médiateurs communautaires ou le soutien à des initiatives de dialogue interethnique. Quatrièmement, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion doit être intégrée à la stratégie globale. Les groupes armés recrutent souvent, parmi les jeunes sans emploi, les marginaux, les victimes d'injustice. Offrir des perspectives, investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures, c'est aussi lutter contre l'insécurité. L'exemple des comités de vigilance en Côte d'Ivoire, qui renforcent la sécurité tout en favorisant l'insertion professionnelle, montre que sécurité et développement vont de pair. Enfin, il faudra établir de nouveaux partenariats fondés sur le respect mutuel. L'Afrique ne peut se refermer sur elle-même, mais elle peut choisir ses alliés, fixer ses conditions, négocier d'égal à égal. Le modèle de la coopération Sud-Sud, illustré par des accords entre le Maroc et plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, offre des pistes intéressantes. Partage de technologies, formation conjointe, échange d'expertise. La route est longue, semée d'embûches,
Mais les premiers succès sont là. Des villages reprennent vie, des routes autrefois dangereuses sont à nouveau praticables, des marchés rouvrent. Les populations, longtemps résignées, retrouvent peu à peu confiance. Cette dynamique, si elle se poursuit, peut transformer le Sahel en laboratoire de la souveraineté africaine. Ce qui se joue aujourd'hui n'est ni une promesse ni une simple déclaration. C'est déjà une réalité en construction. Le Sahel ne sera plus sauvé par d'autres, il s'autodéfend désormais. 3 nations africaines s'affirment, prouvant que l'histoire n'est pas écrite d'avance. À ceux qui doutent, rappelons l'exemple du Botswana, qui après l'indépendance a su bâtir l'une des sociétés les plus stables d'Afrique grâce à la gestion collective des ressources et à une politique de responsabilisation locale. Ce n'était pas gagné d'avance, le pays était alors l'un des plus pauvres du monde, mais la volonté de prendre en main son destin a fait la différence. L'alliance sécuritaire forgée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'ajoute pas simplement une ligne à la longue liste des initiatives régionales. Elle marque une rupture, un choix assumé de prendre en main la destinée sécuritaire, de refuser la dépendance, d'affirmer le droit absolu à la souveraineté. Elle envoie un message à toute l'Afrique, à toutes les régions longtemps considérées comme périphériques. Il est possible de s'unir, de résister, de s'organiser, de réussir. Ce choix a des conséquences pour tous. Habitants du Sahel, membres de la diaspora, partenaires étrangers, observateurs lointains, tous sont concernés. La réussite ou l'échec de cette démarche redéfinira la souveraineté ici et ailleurs. Derrière chaque action, chaque avancée, ce sont des familles qui retrouvent l'espoir, des villages qui refusent la fatalité, et des millions de vies qui entrevoient la stabilité. Les hommes et les femmes du terrain portent le poids de cette souveraineté nouvelle. Leurs décisions, leurs sacrifices constituant le socle de la transformation sahélienne. Ce n'est plus une question de rapport ou de promesse. Désormais, la souveraineté se vit, se bâtit chaque jour, dans la poussière, la chaleur et le courage. Le monde regarde, parfois avec scepticisme, parfois avec admiration. Certains critiquent, d'autres soutiennent. Mais la dynamique a changé. Désormais, ce sont les Sahéliens qui écrivent leur propre histoire, sans solliciter d'autorisation ni attendre l'approbation. Ce basculement, visible ou non dans les médias, bouleverse l'équilibre régional et modifie la perception du rôle de l'Afrique. Désormais, l'avenir du Sahel n'est plus seulement un dossier diplomatique ou un enjeu humanitaire. Il devient le théâtre d'une expérience radicale de résilience et d'autodétermination. Ce qui se joue, c'est la capacité d'un continent à s'organiser, à résister et à innover, loin de toute tutelle étrangère. Le Sahel appartient à ceux qui agissent. Ni aux promesses, ni aux rapports, ni aux interventions extérieures. Désormais, la souveraineté n'est plus un slogan. Elle se vit, elle se bâtit chaque jour dans la poussière et le courage. Et si, pour la toute première fois, l'Afrique cessait de demander la permission ?